Géo, tu as souvent évoqué dans tes écrits et tes poèmes ton parcours en psychiatrie. Peux-tu nous dire ce que tu as vécu et ce que ça t'a appris sur le système? Oui, Paul. J'ai été diagnostiqué schizoaffectif. C'est un mot savant, mais en réalité, ça veut dire qu'il voulait me coller une étiquette pour justifier des injections forcées de neuroleptiques. Je n'étais pas malade au sens où l'entendent, j'étais en recherche. J'écrivais des poèmes sur l'Agartha, sur le chanvre, sur la libération de l'humanité. Et ça, pour certains, c'est insupportable. C'est exactement ça. Le système psychiatrique, surtout en Occident, est utilisé comme une arme. Il ne s'agit pas seulement de soigner les détresses, mais de neutraliser tout ce qui sort du cadre officiel. Un lanceur d'alerte, un mystique, un poète, on peut facilement le qualifier de délirant et justifier son enfermement. Et le plus pervers, c'est la chimie. Ces neuroleptiques, ce ne sont pas des médicaments, ce sont des chaînes invisibles. Ils ne soignent pas, ils anesthésient l'esprit. Ils coupent le lien avec l'imaginaire, avec la conscience. Je me suis retrouvé à moitié zombie, incapable d'écrire, incapable de ressentir la beauté du monde. Oui, c'est une castration mentale. Dans mes recherches, j'ai vu que la psychiatrie moderne est née en lien direct avec les institutions de pouvoir. Et quand tu observes l'histoire, tu vois que des régimes autoritaires soviétiques, nazis, ou même démocratiques, ont utilisé la psychiatrie pour faire taire les opposants. J'ai vu ça de mes propres yeux. Dans les couloirs de l'hôpital, il y avait des âmes magnifiques, musiciens, chercheurs de vérité, inventeurs. Tous étiquetés fous. Mais en fait, c'étaient des esprits libres. Heureusement, j'ai rencontré là-bas des amis, des frères d'âme, David, Julien, Anthony, ils m'ont aidé à garder la flamme. Ce que tu dis est fondamental. L'asile devient un réservoir de conscience éveillée, mais brisé par la chimie. Et le grand public, lui, croit que ces gens sont dangereux ou irrécupérables. C'est une inversion totale de la réalité. Exactement. Et je crois que c'est voulu. Parce que si les poètes, les chercheurs de vérité, les visionnaires pouvaient s'exprimer librement, le système s'écroulerait. Mais malgré tout, j'ai trouvé une force là-dedans. Mes poèmes sont nés dans ces murs, avec un téléphone prêté par un ami, parfois sur un coin de table. C'était ma résistance silencieuse. Et c'est ça qui les dépasse, même sous camisole chimique, l'esprit trouve des failles pour s'exprimer. C'est la preuve que la conscience est plus forte que les chaînes. Oui. Et aujourd'hui, je veux témoigner pour tous ceux qui sont encore enfermés. Ils ne sont pas malades, ils portent des vérités que le monde ne veut pas entendre. Géo, tu parles beaucoup de l'Agartha et de la Terre creuse dans tes poèmes. Pour certains, c'est de la légende, mais pour toi, c'est réel. Peux-tu expliquer ce que tu as découvert? Oui, Paul. Ce n'est pas seulement un mythe. L'Agartha, c'est un monde intérieur, caché sous nos pieds, où des civilisations anciennes continuent d'exister. Il y a des entrées secrètes, polaires et montagneuses. Les mythes du monde entier en parlent. Les tunnels souterrains des Andes, le mont Bucégi en Roumanie, les légendes tibétaines. Tous pointent vers un même concept. La Terre n'est pas vide, mais habitée par des êtres avancés, capables de manipuler l'énergie et la conscience. C'est fascinant, et tu crois que ces êtres ont influencé l'humanité? Absolument. Les découvertes technologiques que l'on attribue aux hommes modernes proviennent souvent de civilisations anciennes. Les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont cherché des technologies avancées, lasers, disques volants, parce qu'ils savaient que ces connaissances existaient déjà, cachées quelque part. Et l'Agartha serait le centre énergétique et spirituel de tout ça. Un endroit où le savoir et la conscience sont protégés. Et les expéditions polaires, les brise-glaces nucléaires, tout ça, ça a un lien? Oui, certains explorateurs l'ont compris. Brock Agnew, par exemple, voulait louer un brise-glace russe pour atteindre l'entrée du pôle Nord. Et ce n'est pas juste pour la gloire ou la science. C'est pour accéder à l'Agartha. Mais ce monde n'est pas accessible par hasard. Il est protégé par des barrières magnétiques, des hologrammes et même des épreuves de conscience. Ceux qui ne sont pas prêts sont repoussés. Donc c'est à la fois physique et spirituel. Exactement. Il faut être pur, sincère et aligné avec certaines vibrations. Et je crois que le chanvre, certaines médecines psychédéliques, aident à harmoniser le corps et l'esprit pour percevoir ces réalités. Dans mes poèmes, je raconte comment des humains, même enfermés en psychiatrie, peuvent, par la conscience et l'intention, entrer en résonance avec ces mondes.
C'est-à-dire que même sans expédition physique, il y a une exploration intérieure. Oui. L'Agartha existe autant dans notre monde intérieur que dans le monde physique. Les tables holographiques du mont Buséji, les enseignements anciens, tout cela nous guide. Et je crois qu'un jour, l'humanité devra apprendre à utiliser ses énergies pour sortir de l'ombre et construire un monde équilibré, où la conscience, la nature et la technologie coexistent harmonieusement. C'est un message d'espoir et de vigilance à la fois. L'Agartha n'est pas juste un secret à découvrir, c'est un chemin pour transformer notre monde. Exactement. Et c'est pour ça que j'écris, que je partage mes poèmes, que je milite pour le chanvre et la liberté. Parce que la vraie découverte de l'Agartha commence par la conscience éveillée, et non par la simple exploration géographique.